Il y a quelques jours, à l'occasion de la journée du 8 mars, j'ai posté une photo de moi avec une pancarte qui disait J'ai cru qu'elle allait me tuer et la police n'a rien fait ». Vous avez été vachement nombreux et nombreuses à réagir à cette pancarte et j'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes qui ont vécu des violences conjugales en couple homosexuel. Et je pense qu'il est temps d'en parler. Par où commencer? Ce qu'on va faire, c'est juste que je vais vous raconter mon histoire et je pense que ça sera en plusieurs parties parce que ça va être beaucoup trop long sinon. Le truc, c'est que on pense que ça arrive qu'au couple hétéro, mais c'est pas vrai. En tant que femme, enfin, je suis une personne non binaire, mais je le savais même pas encore à l'époque, mais en tant que femme, me mettre avec une femme, pour moi, c'était la garantie que ce genre de choses allait pas arriver. Et en fait, ça a été pire que tout ce que j'avais connu avant. Je sais pas pourquoi c'est si difficile d'en parler, parce que c'est pas consensuel. La vraie vérité, c'est que dans les couples lesbiens, il se passe de ces dingueries. Et les témoignages que j'ai eus le vérifient. Ça va faire 6 ans que je suis plus avec cette personne. On est restés 3 ans ensemble. Et je sais pas comment je vais faire pour trouver le courage de raconter cette histoire, mais je vais le faire. Parce que je pense que c'est important de parler des violences au sein des couples homo. Et parce que j'en ai marre aussi de taire cette histoire. J'ai jamais pu la raconter aussi, parce que je me sens hyper seule. Et parce que c'est pas juste. Donc voilà, c'était une intro. Je tease un peu, mais en vrai, j'ai pas envie de teaser, c'est juste que je sais pas du tout comment je vais faire pour me protéger aussi. Les gens qui savent de qui je parle, venez, on laisse tomber, cette personne mérite même pas qu'on s'attarde sur elle plus que ça. C'est juste ma vérité à moi que j'ai besoin de raconter. Elle, franchement, on s'en fout. Je sais pas à quel rythme et je sais pas comment, mais je vais raconter mon histoire. J'ai 24 ans, je rencontre une meuf qui est danseuse. Moi, je fais de la danse aussi. Et on dort ensemble et je suis bien et je me sens à ma place et je capte que je suis bien bisexuelle et je suis plutôt ok avec l'idée, je le vis pas mal du tout. Elle est belle, elle est marrante, elle est entourée de gens qui sont marrants aussi. Les débuts sont rigolos en fait, c'est chouette et tout. Et déjà il y a des petites phases qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille, mais sur le moment je capte pas. Déjà nos deux situations familiales sont archi dysfonctionnelles. Sa famille est dysfonctionnelle, ma famille est dysfonctionnelle. Euh, je me rends bien compte qu'autour d'elle c'est un peu chaotique et elle se présente comme quelqu'un qui a pas eu de chance en fait et qui est pas comprise par le monde, qui est pas aimée par le monde. Euh, Quand on est toutes les deux, elle a des moments de fragilité qui sont hyper qui me paraissent vraiment sincères et je me dis en fait on va se mettre ensemble et ça va être nous deux contre le monde quoi. Et et à partir de ce moment-là, il y a déjà des petites choses qui auraient peut-être dû me mettre la puce à l'oreille mais je capte pas. Notamment pas mal de moqueries par rapport à ma danse, beaucoup de sexualisation de mon corps de elle et ses potes sur mon corps et sur moi quand je danse. Des moments où je vais en soirée avec mes amis et où elle me dit le lendemain qu'en fait elle m'a fait suivre pendant la soirée et qu'elle sait très bien ce que j'ai fait pendant qu'elle était pas là. Donc, mais ça reste un peu des trucs où je me dis bon, chelou, mais ça passe un peu en mode rigolade. Enfin, même la moquerie et tout, je me dis bon, c'est de la rigolade en fait. Et puis moi, je suis autiste, donc je comprends pas les sous-entendus. Je capte pas en fait quand on se fout de ma gueule ou qu'on se moque de moi, j'ai l'impression qu'on rit avec moi, ce qui est extrêmement gênant. Bref, les débuts ça se passe
à peu près bien, mais sa vie est chaotique. Et moi, je me dis que je veux la sortir de ce qui a l'air de lui peser. Et là, je pars en voyage à l'étranger. Et, euh, et il va se passer un truc. Donc là, à ce moment-là, ça fait peut-être 2 ou 3 mois qu'on est en couple. Et il se passe quelque chose qui scelle notre relation. Je pars à l'étranger. Et quand je reviens, il y a un chien à la maison, une petite chienne. Parce qu'on se partageait un peu nos 2 apparts, mais en gros, elle a pris une chienne. Et qu'elle avait émis avant, qu'elle voulait avoir un chien, et moi je trouvais que c'était pas hyper pertinent maintenant, parce qu'on n'avait pas d'argent, pas de voiture, pas vraiment de projet de vie, les conditions me paraissaient pas vraiment réunies pour avoir un chien, mais du coup, bref, je rentre de voyage, et il y a une chienne à la maison. Je lui dis que moi je trouve pas ça très intelligent, et elle me dit, bah, t'as qu'à la ramener. Donc évidemment, moi je craque, et je me dis, bah, non, maintenant qu'elle est là, on va s'en occuper et on va gérer. Sachant que moi, c'était ma hantise d'avoir des animaux ou des enfants dont je peux pas m'occuper parce que j'ai été abandonnée par ma mère quand j'avais 10 ans. Donc c'est un truc que je veux pas reproduire. Et il y a des trucs qui se mettent en place. Déjà, il y a du chaud et du froid. C'est-à-dire que des fois, on prévoit des dates, elle vient pas, elle me répond genre pas, puis après elle me dit qu'en fait elle arrive, puis elle arrive jamais. Euh, il y a un peu d'érotomanie de sa part, dans le sens où elle me laisse penser que tout le monde veut sortir avec elle ou coucher avec elle. Voilà. Elle commence un peu à me retourner le crâne par rapport à mes potes qui seraient pas des vrais potes. Des fois, elle me demande de leur mentir par rapport à des trucs. Euh, faut que je précise aussi qu'elle, elle est noire et qu'elle a plein de théories sur les personnes blanches. Et elle est en colère contre les personnes blanches, ce que je peux comprendre parce que je pense qu'elle a dû forcément vivre beaucoup de racisme. Moi, je suis métisse. Et donc, je retrouve avec elle une manière de faire communauté avec elle et ses amis racisés qui me fait du bien parce que ça me touche du doigt mon métissage. Et ça dure un temps et il y a beaucoup de chaud et de froid et elle a beaucoup de problèmes d'argent donc je l'aide financièrement. Elle commence à des fois me dire que au boulot ça se passe mal et qu'il faut que j'intervienne. Et en même temps, elle me dit aussi qu'elle a des soucis de santé hyper graves, genre une tumeur au cerveau, mais je comprends pas parce que elle a pas vraiment de suivi médical non plus. Enfin, en fait, ça devient anxiogène, mais moi, je veux juste qu'elle aille bien et que le chien soit en sécurité. C'est mes 2 objectifs. Ça devient vraiment compliqué. Moi, j'ai juste un job alimentaire parce que j'ai arrêté mes études et j'ai arrêté la danse. Elle, la danse, ça se passe mal avec sa patronne. Ça commence à mal se passer avec ses amis aussi. J'ai l'impression qu'en fait, elle est prise au piège et que il faut qu'on se tire de là, en fait. Et du coup, je lui dis, bah, tu sais quoi, viens, on se casse, on retourne à Bordeaux, on va chez mon père avec la chienne. Il faut bien comprendre un truc, c'est que, à ce moment-là, moi, je suis hyper inquiète pour elle, mais tout le temps. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout est contre elle, que c'est une pauvre brebis égarée, et que en fait elle a pas de chance quoi, elle a vraiment pas de bol et que je peux pas la laisser tomber en fait. Donc moi je me mets en mode à la vie à la mort quoi, genre je vais tout faire pour que cette personne soit heureuse et que cette personne soit bien et cette personne soit en sécurité. En fait, je suis complètement amoureuse mais je trouve que c'est la personne la plus intelligente du monde, je la trouve hyper lucide sur les gens et j'ai l'impression que il y a ce truc qui s'installe de putain en fait elle est trop intelligente et trop gentille et elle se fait bouffer et elle c'est comme ça qu'elle m'explique les choses aussi et elle arrive à se mettre dans une position d'extrême intelligence en fait, vraiment d'extrême intelligence et moi j'ai l'impression que je dois assurer en fait, qu'il faut que j'assure. Il faut que j'assure de lui foutre un toit sur la tête parce qu'elle a hyper peur de retourner à la rue. Je me dis mon objectif à moi c'est de mettre un toit sur cette personne, de avoir suffisamment d'argent pour qu'elle ait à manger et que le chien soit en sécurité. C'est les seuls trucs auxquels je pense. On part à Bordeaux, on prend la chienne, on débarque chez mon père. Elle a pas une thune, donc elle participe pas aux dépenses, mais je me dis vas-y, bah c'est pas grave, c'est normal et tout. Et la chienne tombe malade.
Elle développe la parvovirose, donc elle a 2 doigts de crever, et il y a beaucoup de frais vétérinaires, mais je les prends en charge. Et on est chez mon père, et moi je me mets en recherche d'un taf. Et au bout de quelques semaines, je pense, je trouve un taf. Et là, ça se passe mal avec mon père. Donc il faut qu'on bouge, donc on est hébergé en urgence par un ami à moi. Et grâce à mon travail, j'arrive à nous trouver un appart. Et moi, je me dis, en fait, c'est bon, ça va être le renouveau, ça va être la nouvelle vie. J'ai trouvé un appart, on va être bien, on va être en sécurité, elle va être en sécurité, et, et ça va aller, en fait. On s'installe, je paye le loyer seul, et au bout d'un moment, je lui dis qu'il faut vraiment qu'elle taffe, en fait, qu'il faut qu'elle se mette à trouver un taf. Donc, elle trouve des tafs, femme de ménage, je la fais rentrer dans un magasin de jeux vidéo, et à chaque fois ça se passe mal. À chaque fois il y a un problème avec la patronne, à chaque fois elle me dit qu'elle subit du racisme, donc elle finit par juste pas taffer en fait, et décider de faire une école de danse. Il faut savoir un truc, c'est que avant qu'on trouve cet appartement-là, il y avait un climat de danger qui régnait en permanence. Déjà, il y avait un espèce de discours comme quoi elle était embrigadée malgré elle dans une secte et que limite il y avait des questions d'enjeux de vie en fait, de vie ou de mort qui étaient à l'œuvre. Il y a eu un voyage à Londres qu'on a fait avec une amie à moi qui s'est extrêmement mal passé. On est allé là-bas pour résoudre apparemment des problèmes familiales qu'elle avait eus et pendant ce voyage elle m'a fait une crise de jalousie horrible. Juste parce que j'ai parlé à un mec et elle avait vraiment pété les plombs. En fait, je commençais déjà à me sentir extrêmement, extrêmement sous pression et j'avais l'impression que c'était pas elle, j'avais l'impression que c'était des choses qui lui arrivaient malgré elle et que si moi je trouvais un endroit comme un nid, un endroit tout neuf dans lequel on pourrait vivre ensemble, ben en fait on n'allait plus devoir se battre et on allait être en sécurité. Le nouvel appartement pour moi à la base c'était vraiment ça, c'était vraiment le renouveau pour nous et un endroit de sécurité et de bonheur et d'amour auquel on avait enfin droit en fait. Je paye tout toute seule, les frais du chien, le loyer, la bouffe, je me débrouille. Je taffe en 35 heures à l'époque. Et donc là elle décide de faire une école de danse. L'idée c'est qu'elle ait un financement par Pôle emploi. Mais il faut quand même faire des chèques de caution. Et donc, je me propose de faire les chèques de caution, mais je précise bien que ce sont uniquement des chèques de caution et que ça sera à elle, avec le financement Pôle emploi et un travail, d'assumer le paiement de son école. Donc elle me dit oui, oui, t'inquiète pas et tout. Donc je fais des chèques de caution. Dites-vous, c'était à peu près, c'était 500 € par mois pendant 2 ans. Je laisse partir ces chèques-là et je croise les doigts et je me dis non mais elle va gérer, elle va taffer, ça sera pas prélevé sur mon compte en fait. Donc je fais les chèques et il était toujours un peu dans un espèce d'ego trip à me raconter qu'elle connaissait des danseurs hyper connus, qu'elle avait vécu des expériences avec des gens hyper haut perchés dans le milieu et elle me faisait culpabiliser. Dès que je lui demandais de trouver un plan B, au cas où la danse, les battles et tout ça fonctionne pas, elle me disait que je croyais pas assez en elle, que je lui faisais pas confiance, que je devrais la soutenir quoi qu'il arrive. Et je sais pas pourquoi ça a réussi à pénétrer mon cerveau, mais du coup j'ai commencé à me dire vas-y je vais croire en elle, je vais croire en elle, je vais croire en elle. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à payer des allers-retours pour qu'elle aille faire des battles à Paris. Bon là vous devez vous dire mais elle est conne quoi. Et sur le moment en fait je suis dans un tel état d'emprise que moi je capte pas que je suis littéralement une vache à lait en fait et qu'elle est en train de me pomper de tout mon fric et je capte pas pour plusieurs raisons. Déjà, dès que je lui parle d'argent et du fait que je peux pas m'occuper de tout, elle me dit qu'en gros, je fais ma blanche et que voilà, je fais comme le peuple de blanc, je pense qu'à la thune, la vie c'est pas la thune, si je l'aimais, je payerais pour elle. Et ça me touche moi dans mon métissage parce que je suis dans une crise identitaire de où est ma place, pas chez les blancs, pas chez les noirs, etc., etc. Et bref, du coup, ce truc de fais pas ta blanche, je pense pas qu'à l'argent, ça résonne avec ma propre histoire aussi, et ça me touche en fait. Et du coup, bon, bref, elle crée une bonne emprise avec ce levier-là. Et puis, entre-temps aussi, elle m'avait demandé en mariage.
Donc moi, c'était aussi mon rêve de d'être mariée, et je me voyais trop avec une femme, et on parlait d'adopter des enfants, et il y avait la chienne, et enfin bref. Et du coup, moi, j'étais sous emprise, en fait. Je captais pas qu'il y avait violence économique, exploitation financière, je sais pas, dites ce que vous voulez. J'avais juste l'impression qu'il fallait que je croie en elle et que je paye, et voilà. Bien évidemment, vous vous en doutez, elle a pas trouvé de taf parce que avec les horaires de l'école, c'était trop compliqué. Et donc, ben les chèques commencent à passer. Et moi, en vrai, je deviens juste une espèce de boule de pression financière. Et je me dis juste qu'il faut que je ne perde pas cet appartement. Parce que moi, j'ai personne où aller, en fait, si jamais on le perd. Donc je me mets juste en mode, ok, survivre, garder l'appart. Et là, à l'appartement, ça devient vraiment compliqué. Parce que on héberge ses amis tout le temps. C'est-à-dire qu'on n'est jamais toutes les deux. Il y a toujours des gens de passage à la maison. J'ai pas mon mot à dire sur qui dort, qui est là. Des fois, il y a des potes à elle qui viennent pendant plusieurs semaines. Et, euh, et moi, je suis sous pression financière de fou. Donc, je commence à vendre mes peintures. Donc, en fait, je fais 35 heures. Et à côté, je fais, je sais pas, au moins 20-25 heures par semaine. Je commence à peindre la nuit. Enfin, je suis juste en mode garder l'appart, garder l'appart, garder l'appart. Et des fois, elle fait des soirées avec ses potes alors que moi, je taffe le lendemain. Je dors dans le placard. Enfin, il y a une espèce de privation de sommeil qui commence à se faire. Et, et elle s'occupe pas de la chienne. Donc moi, je dois partir au boulot, rentrer le midi pour sortir la chienne, retourner au boulot, rentrer, taffer, et je suis dans ce cycle-là infernal, infernal, infernal. Et je commence à perdre des kilos parce que ça devient vraiment compliqué. Donc là, je commence à perdre des kilos. Et il y a les premières vraies embrouilles parce que j'en peux plus qu'il y ait du monde à l'appart. En plus, je suis autiste, donc c'est vraiment très difficile. Mais j'ai pas mon mot à dire. J'ai pas mon mot à dire parce que c'est chez elle. Et que si je veux pas héberger des gens qui sont en difficulté, c'est que je suis qu'une blanche qui s'en fout de mettre les gens à la rue. Et il y a les premiers moments où elle commence à devenir violente. Donc elle s'énerve, elle fait des crises quand elle est pas contente, elle casse des objets, elle met des coups de poing dans les portes, elle menace de tuer la chienne. C'est hyper humiliant avec ses amis parce que je deviens une espèce de sous-fifre trop bizarre, mais genre je dois faire à manger pour ses potes, je dois faire le ménage, je fais des grands coups de ménage en 1 heure avec tous ses potes, elle dégueulasse l'appart et elle se casse. Euh, Là, ça devient vraiment vraiment dur. De jalousie, notamment par rapport à une meuf à qui je me mets à parler parce que je lui dis que j'aime bien son taf. Et elle fait une crise de jalousie en me disant que je vais la tromper avec elle. Et elle continue les allers-retours à Paris. Les gens de Paris qui commencent à m'écrire pour me dire j'ai croisé un tel, elle m'a dit que vous étiez plus ensemble, et j'ai vu qu'elle était avec telle meuf. Donc moi je bug. Il y avait déjà eu des trucs où on m'avait déjà envoyé que on avait croisé son profil sur Tinder, des trucs comme ça. Mais elle me jurait que jamais elle me tromperait, quoi. Donc cette histoire de comme quoi elle est en couple avec quelqu'un d'autre à Paris, elle me retourne le crâne, elle me dit que les gens cherchent la merde, elle me dit que c'est pas vrai, donc moi je la crois. J'ai de l'argent qui disparaît parce que j'essaie de faire quand même des économies. Il faut savoir que là j'en suis à 500 € de loyer, plus 500 € d'école tous les mois, plus les croquettes des chiens, les croquettes du chat qu'on vient d'avoir, la bouffe. Donc je dois sortir un paquet de pognon mais monumental tous les mois. Et elle reçoit un bouquet de fleurs une fois à l'appart, et fait croire que c'est son cousin qui lui a envoyé des fleurs, mais genre le jour de la Saint-Valentin, trop bizarre. Enfin bref, et moi je suis autiste, je crois tout ce qu'on me dit. Et pareil, l'argent qui a disparu, 200 € je crois ou 300 € dans ma table de chevet. Elle me dit que c'est un huissier qui est passé et que j'avais une dette à résoudre et je sais pas quoi, et que du coup l'huissier est parti avec l'argent, et moi genre je la crois. Donc au niveau de la temporalité, là il y a plusieurs mois qui sont passés, etc. Et épuisé clairement, on fait que s'embrouiller, mais sauf que je peux jamais rien lui dire parce que
je suis qu'une blanche, je pense qu'aux thunes, je veux pas héberger des gens, j'ai juste pas mon mot à dire en fait. Et là, la fameuse Marie, parce que je vois qui c'est quand même, déménage à Bordeaux. Et là, elle décide de monter un groupe de danse. Et moi, j'ai envie de faire partie d'un groupe. Et du coup, je me propose de faire le design pour leur groupe. Et au début, c'est oui. Et puis au final, c'est non. Et moi, elle a pas envie que je passe du temps avec la Marie, clairement. Et elle me sort des histoires trop bizarres, comme quoi il y a une de leurs potes qui a dit que j'étais une sorcière. Bref, en gros, je peux pas rentrer dans le groupe. Donc je me dis ok, tant pis. Et là, il y a plusieurs choses, mais je retrouve des objets de la Marie chez moi. Je retrouve des photos de la Marie et elle avec des petits mots derrière où il y a marqué je t'aime. Mais elle me jure qu'elles sont juste amies. Encore une fois, je suis autiste, pourquoi pas? Moi j'y crois, je vois le bon chez les gens. Horrible parce que on fait que s'embrouiller en fait. Clairement, il y a genre rien qui va. Je m'occupe tout le temps de la chienne, je suis amoureuse de cette petite chienne, je la sors, je l'éduque. Euh, Elle est trop mignonne. Enfin, vraiment, je me tiens à ça en fait. Je me tiens à l'appart et la chienne. Sauf que là, à mon travail, ça commence à devenir compliqué parce que je vis du harcèlement psychologique au travail de la part de mon patron. Et clairement, j'ai perdu 15 kilos. Je suis au bout de ma vie. J'en peux plus. Et ma mère, à ce moment-là, que j'ai pas vue depuis une dizaine d'années, me dit qu'elle revient en France et qu'elle est dans les Pyrénées. Et que elle a besoin de moi, elle voudrait que je vienne l'aider. Donc moi, je décide de tout quitter. De quitter mon taf, en tout cas. Et je me dis, vas-y, je quitte mon taf, je vais prendre l'air dans les Pyrénées, je vais aider ma mère, il faut que j'aille vérifier comment ça se passe, parce que moi j'avais une histoire compliquée avec ma mère. Donc je me dis, vas-y, je vais partir en fait. Donc je pars dans les Pyrénées, je laisse mon ex avec la chienne, mais on est toujours ensemble à ce moment-là. J'y reste un temps et on a un peu des contacts par message. Et là, elle m'envoie par message qu'en fait, elle pense qu'elle a des sentiments pour Marie. Donc moi, je l'appelle. Enfin, elle a pas l'air de vouloir me quitter en fait. C'est trop bizarre parce que du coup, elle me dit qu'elle a des sentiments pour la Marie, mais en même temps, elle veut pas me quitter non plus. Donc moi, je l'appelle et je lui dis je sais pas, tu veux quoi en fait? Tu veux que je t'autorise à avoir une relation avec elle? Peut-être que t'aimes deux personnes en même temps en fait. C'est possible, tu vois. Donc, et puis elle est en mode non, mais c'est pas ça, mais je sais pas. En fait, c'est trop compliqué. Et moi là, je suis à distance. Et je commence à me dire en fait, j'en peux plus, je sature. Je dis on va se séparer en fait. On va se séparer. Et là, les premiers pétages de plomb qui font peur démarrent. Parce que elle fait que m'écrire. Et elle me dit qu'elle va me tuer. Elle me dit que de toute façon, elle partira pas de l'appart parce que c'est chez elle. Et moi, je suis un peu en panique, genre à l'autre bout de la France, et je comprends pas bien. Et en même temps, je dis à ma mère, là, je sais plus quoi faire. Et donc, ma mère me dit, quand on va rentrer, je vais m'en occuper. Et c'est ce qui se passe. Au bout de 10 jours dans les Pyrénées, on rentre avec ma mère. Mon ex, elle est hyper violente, franchement, elle est hyper agressive. Et ma mère, elle me dit, tu sais quoi, tu vas partir et moi, je vais m'occuper d'elle. Dieu merci, ma mère a fait ça. Moi, je vais chez un pote et ma mère, elle reste seule avec mon ex. Je sais pas comment, au bout d'un moment, elle arrive à récupérer les clés de mon appart et à la mettre dehors. Sachant que moi, mon ex, elle m'avait dit qu'elle voulait pas partir du bail, qu'elle ferait pas les démarches pour partir du bail, qu'elle comptait rester. Donc moi, j'étais vraiment en mode, mais comment je fais pour récupérer cet appart? Sachant que c'est moi qui le paye depuis le début, et elle arrêtait pas de me dire, mais de toute façon, on s'en fout de l'argent, je suis chez moi. Donc ma mère arrive finalement à lui faire signer les papiers pour qu'elle parte du bail et à récupérer les clés. Et il y avait un enjeu, c'était que je garde les animaux, puisque elle, du coup, elle allait être hébergée par des amis, et il était hors de question pour moi qu'on sépare le chat et le chien parce qu'ils s'entendaient hyper bien, ils étaient trop mignons ensemble. Et de toute façon, c'est moi qui m'en occupais. Donc en fait, je gardais les animaux dans cet appartement. Et puis le discours était hyper flou parce que ce chien, elle changeait tout le temps de version de pourquoi elle l'avait pris.
Un coup, c'était parce que ça lui faisait penser à un membre de sa famille qui était décédé. Un coup, c'était parce que c'était le seul animal sur Terre qui comptait pour elle. Un coup, c'est parce que, en fait, c'était un cadeau pour moi et c'était quelque chose qu'elle remettait souvent sur le devant de la scène. Quand je lui disais que des fois, j'aimerais bien qu'elle s'occupe un peu du chien parce que c'est pas moi qui avais décidé de le prendre, elle me disait de toute façon que c'était un cadeau pour moi, donc en fait, c'était à moi de m'en occuper. Donc elle part de l'appart. Je garde les animaux. De toute façon, elle a pas l'air de vouloir dire qu'elle en veut de ces animaux. Donc moi, je tiens un peu mon truc en me disant, mais en fait, là, ça suffit. Enfin, c'est moi qui tiens l'appart, c'est moi qui paye l'appart, c'est moi qui m'occupe des animaux, c'est moi qui paye pour les animaux. C'est mon implication dedans. Elle avait pété les plombs contre la chienne au moins 3 ou 4 fois. Elle avait déjà menacé et fait des crises le soir en me disant qu'elle allait la tuer. Elle s'en prenait à la chienne. En fait, elle arrêtait pas de mettre la chienne entre nous deux. Et je devais sans arrêt prendre la défense de la chienne. Donc moi, je me disais, mais je vais pas lui donner la chienne. Et elle part. Et une amie à elle devait venir récupérer des affaires. Et là, moi, je décompense. Elle fait que m'insulter par message. Elle fait que me menacer. Euh, Elle me dit que ça s'arrêtera jamais. Elle menace de me tuer. Des trucs comme ça. Donc moi, je me sens heureusement protégée parce qu'il y a ma mère avec moi chez moi. Donc je lui fais ses affaires. J'avoue, je pète un câble, je déchire tout ce que je lui ai offert et tout. Je lui mets toutes ses affaires dans un sac. Je déchire pas ses affaires, mais les cadeaux que moi je lui ai offerts, je les déchire. Je lui mets les affaires dans un coin. Donc je passe par sa pote. Et sa pote vient chercher les affaires. Les affaires sont plus là. Et voilà. Et là, je me dis, en fait, c'est bon, je vais avoir la paix, quoi. Que nenni! L'été arrive. Quelques semaines, je pense, passent. Et moi, j'ai un peu de répit. Donc ma mère reste chez moi. Elle s'occupe des animaux. Et moi, je peux partir un peu en vacances et tout. Et franchement, je me rends compte, en fait, de l'enfer que je viens de vivre. Je suis très malade. Je vomis tout le temps. J'ai perdu, je crois, on a fait les comptes, mais j'ai perdu 14 kilos. Donc ma mère me nourrit, fait le ménage, et moi j'essaye de revenir en fait parmi les vivants parce que je suis clairement au bout de ma vie. Je me rends compte que j'ai perdu grave d'argent. Entre-temps, il y a d'autres chèques qui ont sauté. Je me suis retrouvée avec un découvert de 900 € sur mon compte et c'est un chèque qui a disparu. C'est pas un chèque que je me souviens avoir fait. Donc je suis à deux doigts de perdre l'appartement. Heureusement, ma sœur me dépanne 900 €, du coup je peux garder l'appart. Mais en fait là, je me dis, mais elle m'a complètement exploité financièrement. C'est un méga délire en fait. Je suis au bout de ma vie. Et donc je me repose un peu de ça et je me dis que en fait ça y est, c'est fini. J'ai un peu le seum d'avoir un chien parce que j'ai décidé que j'en voulais pas, mais je me dis que je l'abandonnerai jamais parce que je veux pas reproduire ce qui m'est arrivé. Donc en fait, je me dis, je vais m'occuper du chien. Voilà, c'est ça ma vie maintenant en fait. Là, elle me renvoie des messages, elle me dit qu'elle veut la chienne. Et moi, je suis ferme et je dis non. Je lui dis non, je te donnerai pas la chienne en fait, c'est mort. Et un jour, en plein milieu d'après-midi, un été, elle débarque à l'appart et elle sonne. Et moi, j'ai peur, donc je l'ouvre pas. Et elle me dit qu'elle veut voir la chienne absolument et tout. Et je lui ouvre pas, je lui dis non. Donc j'attends qu'elle parte, et en fait, elle arrive à monter parce que quelqu'un lui ouvre. Et là, elle se met à essayer de défoncer la porte à coups de pied. Mais quand je vous dis défoncer la porte à coups de pied, vraiment, elle veut faire sauter la porte. Elle crie qu'elle va me tuer. Franchement, elle pète un câble. Et là, j'ai vraiment peur. On est avec ma mère à l'intérieur de l'appart. La chienne, elle est recroquevillée. On est pétrifiés. Mon seul réflexe, c'est de prendre mon téléphone et de filmer un live sur Facebook. Donc je me mets à filmer un live. Je me dis au cas où il se passe un truc comme ça, il y aura une preuve. Et j'appelle la police. Et la police n'arrive pas. Et elle continue d'essayer de défoncer la porte. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais au moins 10 minutes, 15 minutes. Et elle finit par partir. Et la police finit par arriver, mais genre 3/4 d'heure, 1 heure plus tard. Ils me demandent ce qui se passe, donc je leur explique. Et ils me disent qu'il faut que j'aille poser une main courante. Donc je fais ça, direct. Je vais au commissariat, je vais poser une main courante. Moi, je voulais porter plainte. Mais la policière me dit que je peux pas porter plainte parce qu'il y a eu aucune atteinte physique et qu'il faut poser une main courante. Donc moi, je décide de poser une main courante, donc je leur explique. Et il me donne un papier. Dessus, il y a marqué « Nous attestons que Mademoiselle machin 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 est venue tambouriner à la porte de Mademoiselle Martin. » Donc déjà, je pars avec un papier, je me dis, mais en fait, ils ont pas du tout compris que c'est pas qu'elle a tambouriné à ma porte, c'est qu'elle a essayé de défoncer ma porte et qu'elle menace de me tuer. Sachant que moi, je suis une grosse conne parce que, à l'époque, mon ex effaçait tous ses messages. Et moi,
par mimétisme, je me mets à faire la même chose. Et en fait, je suis tellement oppressée par tous ces messages, par toutes ces menaces de mort, par ce harcèlement, par le fait qu'elles viennent chez moi et tout, que je me mets aussi à effacer les messages. Et en fait, je suis juste en mode, je veux que ça s'arrête. Et du coup, je supprime. Je supprime toutes les menaces de mort. Je supprime la vidéo live qui a été tournée et qui est sur Facebook. Je supprime tout. Et je me dis, c'est pas possible, elle va se lasser et ça va s'arrêter, en fait. Donc, je supprime tout. Ça, c'était l'été. 6 mois passent. Je me fais encore harceler par message, mais je laisse passer et je me dis que de toute façon je peux rien faire. Les policiers ils m'ont dit que comme elle avait pas réussi à défoncer la porte, ben il y a eu aucune atteinte physique et aucune atteinte matérielle, donc ils peuvent rien faire. Et là, en décembre, ma mère est partie de chez moi, donc je suis toute seule chez moi à l'appart. Du coup, je suis chez moi un matin. J'ai toujours la chienne. Ça se passe bien avec elle, je l'aime de ouf. Franchement, je commence à me dire que c'est l'amour de ma vie en fait et que bah voilà, il me reste ça de cette histoire, mais au moins j'ai gagné un petit chien trop mignon. Et je dois aller faire un marché de Noël. Et j'ai rendez-vous à midi. Et, euh, et là, le matin, ça sonne. Et moi, je suis terrorisée parce que ça fait plusieurs mois qu'en fait, j'ai peur tout le temps. J'ai tout le temps peur qu'elle soit en bas de chez moi. Je ferme ma clé la nuit. Je suis vraiment hyper flippée. Et là, ça sonne et je sais que c'est elle. Et, euh, et du coup, je vais voir à l'interphone et je vois que c'est elle. Et elle me dit que elle veut me voir et qu'elle veut voir la chienne. Moi, j'ai eu 6 mois, donc j'ai pris un peu de poil de la bête. Et je lui dis, ben non, tu dois pas rester là, en fait. Tu peux pas rester là, c'est pas possible. Et elle commence un peu à faire une tête, genre, elle pleure et tout. Donc, je sais pas, je me sens un peu courageuse. Je décide de descendre. Donc, je ferme ma clé chez moi. Non, je ferme pas la clé. Donc, je décide de descendre et d'aller la voir en bas. Et là, elle commence à pleurer, à me dire que ça va pas et qu'il lui arrive que des malheurs et tout. Et moi, j'avoue, je suis un peu saoulée et j'ai un peu repris de la force. Et je me laisse pas démonter en fait et je lui dis, mais oui, c'est jamais de ta faute de toute façon, voilà. Et je me moque un peu d'elle comme ça. Et là, elle pète un plomb. Elle pète un plomb, elle m'attrape, elle rentre dans le hall d'entrée, elle me tire par le col comme ça, le long du hall d'entrée jusqu'à la cage d'escalier. Et là, elle me plaque contre le mur dans la cage d'escalier et elle commence à m'étrangler en me disant, en hurlant. Je sais plus si à ce moment-là elle dit qu'elle va me tuer, mais clairement elle me hurle dessus, que je suis qu'une merde, que j'ai détruit sa vie. Et elle me serre comme ça, elle me serre, elle me serre. Et là, je me dis, mais en fait, je vais mourir, quoi. Et j'arrive à me dégager un peu et je tourne la tête et je me mets à pleurer. Je lui dis, s'il te plaît, lâche-moi, 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 lâche-moi. Et j'ai hyper peur. Et elle me lâche, elle court dans les escaliers, elle monte à l'appart, elle voit la chienne, elle s'assoit, je sais plus ce qu'elle fait, moi je suis grave sous le choc. Elle passe un peu de temps avec la chienne et elle part en me disant, voilà, je viens la voir quand je veux, de toute façon. Et elle se barre. Et moi, je suis genre pétrifiée. Je sais pas pourquoi je me mets en mode automatique, genre bon, faut que j'aille au taf. Et du coup, je pars au taf et j'en parle sur Instagram de suite. Je le dis que je viens de me faire agresser chez moi. Et là, j'ai une pote qui me, trop bon réflexe, elle me dit, écoute, ça m'est déjà arrivé, il faut que tu fasses ça dans l'ordre. Donc d'abord, tu prends des photos de tes marques physiques parce que j'avais un gros bleu ici. Elle me dit, tu vas chez le médecin faire constater les plaies, donc je fais ça, je vais chez le médecin et je vais à la police et je vais porter plainte. Et ils me demandent quand même ce que j'ai fait pour la mettre dans cet état. Ils me disent qu'ils peuvent pas marquer qu'elle menace de me tuer parce que j'ai plus aucune preuve. Je leur décris la scène. Et là, j'en parle avec ma mère et ma sœur et des amis. En fait, je me rends compte que je serai jamais en sécurité tant que j'habite ici et tant que j'ai la chienne. Et je commence à me rendre compte que, en fait, tant que je veux pas lâcher la chienne, elle a une emprise sur moi qu'il faut que je coupe tout ce que j'ai avec elle. Et du coup, là, je commence à prendre une décision hyper difficile pour moi. Je commence à chercher une maison pour les animaux parce que je me dis je veux pas les séparer, le chat et le chien ils s'entendent trop bien. Et du coup je commence à chercher. Je poste sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram qu'il faut que je trouve de toute urgence une famille pour récupérer les animaux parce que je suis pas en sécurité et je trouve pas. Et là il y a une amie à elle qui habite dans la ville de départ où on était. On va l'appeler Sophie. Sophie m'écrit et me dit écoute moi je peux la prendre la chienne. Mais moi je suis pas con. Je sais très bien
que c'est mon ex qui veut la récupérer. Et en fait, je décide de lâcher prise. Je me dis, vas-y, je vais lui rendre. Et du coup, je dis à Sophie, ok, bah vas-y, je vais monter, je vais t'amener la chienne, mais tu sais, je sais très bien que c'est pour elle. T'as pas besoin de faire genre, en fait. Dis-moi qu'elle veut la récupérer et vas-y, c'est bon, je cède et je vais lui rendre, quoi. Et elle me dit, oui, c'est vrai, c'est pour elle, mais je comprends pas, machin, ce qui se passe. Je lui dis, tu sais quoi, vas-y, je vais t'amener la chienne. Quelques semaines plus tard, on s'organise un rendez-vous. Et je pars dans la ville de départ. Et, euh, et je donne la chienne. Je m'effondre parce que je m'en veux tellement d'abandonner cet animal, je sais pas ce qui va lui arriver. Enfin, moi, c'était mon bébé, mais bref. Donc je donne la chienne. Je rentre chez moi à Bordeaux avec ma plainte. Et sans la chienne, il me reste le chat. Et là, je reçois un message de mon ex qui me dit que la police l'a convoqué et que elle va porter plainte contre moi aussi parce que soi-disant je lui ai volé des affaires et qu'elle va me ramener la chienne. Et là, je me rends compte qu'en fait, avec cette histoire de chien, ça s'arrêtera jamais et qu'il faut que je lâche prise. Et je lui dis non, j'en veux pas. Et elle me dit, bah, dans ces cas-là, je vais la déposer à la SPA. Et je lui dis, bah, vas-y, tu sais quoi, fais ce que tu veux, c'est plus mon problème, cette chienne, c'est terminé. Et je clôt la conversation et je la bloque. Et je culpabilise d'avoir abandonné la chienne, mais j'arrive peu à peu à remonter la pente, je me mets en couple avec un gars. On se sépare avec ce gars, bref. 4 ans plus tard, je commence à comprendre que mon ex, elle a dû vivre beaucoup de racisme ordinaire, peut-être de ma part et de la part de ma famille. En fait, je m'éduque un peu au niveau féminisme, intersectionnalité, antiracisme et tout ça, et je me dis, j'ai pas été toute blanche, je pense. Mais je capte pas encore à quel point j'ai été une victime. Et surtout, je fais que rêver de la chienne. Et je sais pas ce qui est arrivé à cette chienne. Du coup, 4 ou 5 ans plus tard, je pense, j'envoie un message à Sophie. Et je lui demande, il s'est passé quoi avec la chienne une fois que je te l'ai déposée. Et elle me dit que mon ex est venu la récupérer. Et qu'au bout de 10 jours, elles se sont pris la tête. Que mon ex a récupéré la chienne. Et qu'apparemment, elle l'a donnée à une famille qui habite à Paris avec des enfants. J'envoie un message à mon ex. Je suis conne. C'est 4 ans plus tard. J'ai l'impression que la vie est passée, que les gens ont évolué et tout. C'était même pas 4 ans plus tard, c'était il y a quelques mois, donc il y a 5 ans plus tard. Ouais. Et je lui dis, coucou, je veux pas t'embêter, juste, est-ce que c'est possible de savoir ce qu'il est arrivé à la chienne parce que j'arrive pas à faire mon deuil et je rappelle que je suis autiste et les autistes avec les animaux, c'est vraiment très compliqué. Les séparations. Et, euh, et elle me dit que effectivement elle l'a donné à une famille et que maintenant elle est dans une famille à Paris avec des enfants et tout. On me propose de se voir pour discuter. Il me semble qu'on met les choses à plat, qu'elle s'excuse et tout. Et en fait, elle est toujours en couple avec Marie. Et je sais pas, en tant qu'autiste, moi c'est très difficile de perdre les gens. Je me dis, on va être amis, quoi. C'est cool, j'ai besoin d'avoir les gens avec qui j'ai été en couple dans ma vie. Parce que j'ai pas mes parents. Enfin, c'est très compliqué avec mes parents. Donc je me dis, on va être amis. Et c'est ce qui se passe un peu pendant quelques semaines. Elle me donne des cours de sport. Des fois, elle me paye des paquets de clopes. Donc je me dis, ah cool. C'est des petites réparations, en fait. Et je me dis, bon, c'est mimes, quoi. À ce moment-là, j'ai la cagnotte de ma mammectomie qui est ouverte, elle met un peu d'argent dessus. Donc j'ai l'impression qu'elle a changé quand même. Et à un moment donné, je veux l'aider sur un truc. Et, euh, et ça redevient compliqué, ça redevient complexe. Et là, je me reprends un vent de ouah, c'est vrai que c'était comme ça avec elle, vas-y, stop. Donc je m'instoppe. Depuis, j'ai eu des contacts avec Marie. À l'heure actuelle, les dernières infos que j'ai eues, parce que j'ai été un peu en contact avec Marie, parce que je voulais la prévenir de faire attention à elle, je me suis inquiétée pour la personne avec qui elle est en couple maintenant. Mon ex m'a fait passer pour une grosse folle. Marie m'a dit que c'est moi qui avais agressé mon ex, que c'est ce qu'elle lui avait raconté. Ce qui est vrai, une fois j'ai poussé mon ex, parce que elle me rendait complètement folle un soir. Elle me faisait croire qu'elle avait couché avec Marie, on était encore ensemble à l'époque, mais elle m'avait fait croire qu'elle avait couché avec Marie, et du coup j'en pouvais plus, j'étais au bout et je l'ai poussée. C'est la seule fois où je l'ai touchée. Mais c'est vrai, une fois je l'ai poussée, parce que j'étais à bout. Et puis après, elle m'avait dit que en fait c'était pas vrai, que c'était juste pour me faire péter un plomb. Enfin bref, que les gens pensent que moi j'ai agressé mon ex. Elle a dit à Sophie que
je m'occupais mal du chien, que je savais pas en prendre soin et que c'est pour ça que je voulais la donner. Que Sophie à l'heure actuelle pense encore que je suis une malade mentale parce que mon ex lui a raconté des trucs de ouf apparemment sur moi, comme quoi je maltraitais le chien et je savais pas la gérer. Mon ex est toujours en couple avec Marie. Lors d'échanges que j'ai eus avec Marie, on a comparé les dates et donc c'est bien elle qui lui avait envoyé les fleurs pour la Saint-Valentin et elle s'est bien mise en couple euh, pendant que moi j'étais avec mon ex. Donc en fait, mon ex a complètement vécu une double relation entre temps, mais ça je l'ai appris il y a quelques mois. J'ai oublié de le préciser, mais bien sûr, 2 ans après l'agression, ma plainte a été classée sans suite. Elle a eu un rappel à la loi, je crois. Je vous reprends pour vous faire un update, car depuis la dernière vidéo, c'était le 18 mars, j'ai cherché la chienne. J'ai cherché Blue, donc j'ai fait plein de bazar, mais en gros j'ai recontacté la vétérinaire qu'elle avait ici pour lui demander de contacter la propriétaire actuelle en lui laissant mon numéro de téléphone et lui demander de me rappeler car j'aurais aimé avoir des nouvelles. Bref, je savais pas du tout si la propriétaire actuelle voudrait bien me contacter, mais elle l'a fait. Donc j'ai eu des nouvelles de Blue qui coule des jours heureux dans une famille avec un enfant assez âgé. Petite chose à savoir, qui m'a un peu énervée. Elle a adopté Blue à la SPA. Voilà, et elle m'a expliqué que mon ex, donc à l'époque, quand elle l'a récupéré, l'a déposé, donc soit à la fourrière, soit à la SPA, je ne sais pas, mais en tout cas, Blue a fait quelques mois, semaines, mois, de fourrière et de SPA avant d'être adoptée. Je suis très en colère, je suis très soulagée de savoir qu'elle va bien. J'ai eu des photos, des vidéos, je vous mettrai des petits trucs. Coucou, je suis en train de terminer le montage. Partager cette histoire sur les réseaux sociaux, ça aura vraiment fait partie de la guérison. Avec mes études et tout ce que je fais en ce moment en psycho, en sociaux, j'ai vraiment établi un tableau clinique de cette personne et je soupçonne réellement un trouble sociopathe parce que tout concorde. Manque d'empathie, se servir uniquement à propos de ses intérêts, exploiter les gens, enfin bon. J'ai été très en colère quand j'ai appris que Blue avait été placé en fourrière et en SPH. Je sais pas, franchement, c'est vraiment horrible. Pour moi, s'en prendre à des animaux et les jeter comme ça, comme des, enfin, je peux pas comprendre en fait qu'on puisse faire ça. Là, ça va faire 3 semaines, un mois que j'ai posté ce témoignage sur les réseaux sociaux et je sens que ça m'a fait du bien de le verbaliser. Honnêtement, des fois le matin, ça me tape encore un peu fort parce que je reverrai jamais Blue. Et il faut que je me fasse à l'idée, c'est comme ça, maintenant elle vit sa vie, elle a une nouvelle famille, etc. Ce que je voudrais quand même rajouter, c'est que mon ex, même si moi-même je l'ai qualifié de cette façon-là, c'est pas un monstre. C'est une vraie humaine. C'est une personne qui a vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de violence dans sa vie. Et je pense qu'à l'heure actuelle, la meilleure chose qui pourrait lui arriver, ça serait d'être suivie, d'être accompagnée, d'être en thérapie et de plus reproduire ce qu'elle m'a fait. J'imagine que c'est la dernière conclusion de cette histoire parce que je vois pas ce que je pourrais rajouter d'autre. Je vais pas faire la sainte. Bien sûr, j'ai la haine. Bien sûr, j'ai envie que le karma la rattrape. Mais je pense, et je croise ça avec la dernière vidéo de la carologie qui parlait du fait d'être à la fois victime et de devenir bourreau, que c'est le cas de mon ex, et que être féministe intersectionnelle, c'est se rendre compte des violences qu'il y a au sein de nos propres communautés et éviter de faire des raccourcis binaires, de dire qu'il y a des personnes gentilles et des personnes méchantes. Je pense que c'est plus complexe que ça. Protégez-vous, prenez soin de vous. Si vous êtes dans une relation d'emprise avec du contrôle coercitif, j'espère que vous aurez un jour les outils pour en sortir. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao.